Ou Resident Evil 4 en bon français. Quatrième jeu de la licence de Capcom et dernier de Shinji Mikami pour cette saga, il est sorti en 2005 sur GameCube, puis plus tard porté sur de nombreuses autres consoles, au point d'en faire une concurrence à Skyrim. Le développement du jeu fut long, il a commencé en 99 et a connu plusieurs versions bêta qui seront par la suite annulées. La première, jugée trop loin d'un Resident Evil, donnera d'ailleurs naissance à Devil May Cry. La plus connue, surnommée Resident Evil 3.5, sera aussi annulée, car trop penchée sur le paranormal. Ressemblant alors plus à un Silent Hill ou Eternal Darkness. Oh, c'est dégueulasse! Mais dont certains éléments resteront jusqu'à la version finale qu'on connaît, comme la caméra épaule, Je vais t'enculer. les QTE, Prends ça dans ta gueule. ou même les grenades. Le jeu prend place en Espagne, 6 ans après Raccoon City. On y retrouve ce cher Léon, protagoniste de RE2, devenu agent spécial du gouvernement américain. Il est chargé de retrouver la fille du président qui a récemment été enlevée et serait retenue dans un petit bled paumé dirigé par une secte religieuse. Le jeu a reçu un accueil critique élogieux et bien qu'il tranche complètement avec la formule des anciens, il en a gardé l'esprit. Fini les caméras d'angle, les lieux fermés comme le manoir ou le commissariat et les zombies, on passe ici à une caméra épaule et on explore de grandes zones, souvent remplies d'ennemis infectés par un parasite qui les rend plus rapides, intelligents, mais surtout plus dangereux que des zombies. Contrairement à ses grands frères, RE4 n'est plus un survival horror, mais plutôt un action horror. Il y a beaucoup plus d'ennemis à l'écran que dans les précédents jeux, on trouve des tas de munitions, un grand panel d'armes, Léon est agile et peut mettre des coups de pied au corps à corps, il peut utiliser des grenades, et les déplacements sont beaucoup moins lourds, lui donnant donc une direction plus orientée action. RE4 a marqué le jeu vidéo à son époque, beaucoup de jeux s'en sont inspirés au niveau gameplay par la suite, le meilleur exemple étant Dead Space. A l'instar des anciens, RE4 se découpe en plusieurs parties, en l'occurrence 3. Le jeu commence de jour, ce qui déjà contraste avec les anciens qui eux commençaient de nuit. On découvre le village et ses alentours, peuplés d'habitants devenus étrangement agressifs et même dangereux pour Léon, puisqu'ils attaquent à vue. Mais jusque là, c'est que des humains normaux, un peu étranges plutôt, rien à voir avec les zombies des précédents opus, d'ailleurs Léon le dit lui-même. Plus tard on rencontre le Del Lago, une salamandre mutante qui vit dans un lac et sera le premier boss du jeu. À la gueule du truc, on comprend vite d'ailleurs qu'il se passe des trucs sombres dans les environs. Suite à ce combat, Léon s'évanouit dans une cabane et perd connaissance quelques heures. À son réveil, il fait déjà nuit et les choses vont légèrement se compliquer puisqu'à partir de ce moment, les villageois ont une chance de voir leur tête exploser et laisser place à un parasite qui rendra l'autre encore plus dangereux. La particularité du village est que pendant la nuit, le joueur repasse dans des zones déjà visitées, mais avec plus d'ennemis qui cette fois l'attendent, jusqu'à atteindre le chef du village, le boss final de la zone. Ah, ça pique, 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 ça pique. Il en perd sa bouboute, le baboute. Pour accéder à la deuxième et meilleure partie du jeu, le château. Fini les villageois, ici on rencontre des fanatiques religieux du culte Los Illuminados, connus pour leurs répliques particulières. Allí están. Cerebro, cerebro, cerebros. Cogedlo, 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 cogedlo. Muere, 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 muere. Et ma préférée, Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. perso j'écoute ça tous les soirs pour m'endormir. Là où le village servait de tutoriel, surtout dans la partie jour, le château lui va challenger le joueur en commençant sans préliminaire par des catapultes, histoire de te mettre dans l'ambiance. Les ennemis ici sont plus forts et de nouveaux types font leur apparition en même temps qu'un personnage culte, boss final de la zone. Nicolas Sarkozy, et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes. Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. Le château est immense, il y a de nombreuses salles dont certaines très marquantes comme la Dragon Room, le jardin, la Dining Room ou même l'infâme Water Room qui doit donner des sueurs froides aux connaisseurs. On peut aussi penser aux égouts où on rencontre un type d'ennemi très pénible. Les mines avec le passage en wagon où on retrouve aussi brièvement nos amis villageois.
et surtout l'inoubliable séquence avec la statue géante de Salazar. Le château se termine par le combat contre Salazar lui-même qui, dans la grande tradition des boss de la licence, se transforme en énorme tas de merde. Prosternez-vous devant ma pizza. Le château est communément admis comme étant la meilleure partie du jeu, après quoi on attaque la troisième qui, à l'inverse, est considérée comme la moins bonne, l'île. A partir de là, le jeu embrasse son côté action et délaisse légèrement l'aspect horreur. Plus de cultistes ni villageois, à présent on combat des militaires. Sur cette île, on découvre le complexe scientifique où ont eu lieu les expériences sur les plagas, donnant vie aux bestioles qu'on a croisées. L'île s'achève avec le duel contre Sadler, le boss final dont le combat est plutôt sympa. Et suite à ça, toujours dans la tradition, tout commence à péter. Faut s'enfuir avant la fin du timer. En dehors de la courte partie labo qui a une ambiance bien stressante, il faut le reconnaître, l'île est plutôt moins intéressante que les autres zones. C'est la plus générique, la direction action aux dépens de l'Aurore joue fortement sur l'ambiance. Même s'il y a quand même quelques passages très sympathiques. Revenons rapidement au tout début du jeu. Le joueur affronte quelques paysans, des gens à première vue tout à fait normaux mais étrangement agressifs. Il apprend le système d'inventaire et de caisse à détruire pour trouver objets et argent. Puis il arrive au village et le jeu le jette immédiatement dans le bain. Léon se retrouve rapidement entouré par une dizaine d'ennemis, un nombre jusque-là rarement voire jamais vu dans la licence, et en plus de ça, des renforts arrivent lorsqu'il en abat. Dès les premières minutes du jeu, le joueur est confronté à une horde d'ennemis dont il va naturellement vouloir s'abriter, et grâce à un level design intelligent, il va être guidé vers une maison dont la porte est étonnamment ouverte, ce qui va déclencher une cutscene. C'est avec cette cutscene qu'est introduit l'un des ennemis mythiques du jeu, le Dr Salvador, aussi appelé Chainsaw Man. Non, pas celui-là. Le joueur apprend à barricader les portes et les fenêtres, renverser des échelles, gérer beaucoup d'ennemis en même temps, et, s'il s'en approche trop, comprendre le danger de la tronçonneuse. Après plusieurs minutes sous pression, la libération arrive par une cinématique qui se déclenche dans laquelle les ennemis quittent la zone, laissant le joueur libre d'explorer les recoins du village pour trouver des objets. Et voilà qu'en seulement quelques minutes, le joueur apprend à la manière forte comment fonctionne le jeu, et il est déjà prêt à affronter la suite. Cette séquence très réussie est d'une grande importance car, en plus d'enseigner le fonctionnement du jeu aux joueurs, elle montre dès le début la différence nette qu'il y a entre cet opus et les précédents. Elle a d'ailleurs été copiée mais pas égalée dans les opus suivants, Resident Evil 5 et le plus récent Resident Evil Village. Comme dit précédemment, RE4 change complètement la formule de la licence en abandonnant les caméras d'angle dans des décors pré-rendus au profit d'une caméra épaule plus orientée sur l'action. Plus de zombies, mais des infectés intelligents capables de réagir en fonction du joueur. Beaucoup plus d'ennemis à l'écran pour renforcer l'action, ainsi qu'un grand choix d'armes différentes. Plus de système de sauvegarde avec ruban encreur, le joueur n'a qu'à trouver une machine à écrire ou finir un chapitre pour sauvegarder. Plus de chargement entre chaque porte, pourtant élément très marquant de la série, les chargements ont maintenant lieu entre de larges zones pour fluidifier l'action. RE4 a imposé une nouvelle formule pour la licence qui n'a malheureusement pas été reproduite par la suite. RE5, bien que très proche du 4, a presque entièrement abandonné l'aspect horreur pour embrasser l'action. Le 6 est dans la lignée du 5, et après ça, la formule a encore changé pour passer sur du FPS avec RE7. Il faut cependant honorer la qualité de RE Révélation qui, selon moi, est ce qu'aurait dû être RE5, un action horror avec une pointe de survival. Si vous êtes fan de la licence et que vous avez jamais essayé celui-là, je vous le conseille, il est vraiment bon. Je ne commande pas à Révélation 2, ne l'ayant jamais fini, j'ai pas réussi à accrocher à l'ambiance, mais peut-être qu'un jour je lui laisserai sa chance. Parlons visuel. Même s'il est loin des standards actuels, le jeu a quand même bien vieilli. Il le doit à sa direction artistique, bien que la version HD Remaster aide beaucoup. Chaque zone a son identité propre, que ce soit la campagne lugubre du village, le château tout en pierre éclairé par la lune, ou le complexe militaro-scientifique. Identité renforcée par les ennemis dont l'apparence et les armes sont liées au lieu.
paysans dans le village, moines dans le château et soldats sur l'île. S'ajoute à ça des cinématiques utilisant le moteur du jeu, ce qui forme une continuité avec le gameplay qui peut surprendre les joueurs ayant tendance à poser la manette pendant les cinématiques. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Réalisés en motion capture, les nombreuses cinématiques donnent un aspect vivant au jeu, les personnages sont réalistes et ont un comportement naturel. Les mouvements sont fluides et paraissent vrais aussi bien en cinématique qu'en jeu. La motion capture ne capturant que le corps à cette époque, les animateurs ont animé à la main les visages en fonction des dialogues. Couplé aux mouvements fluides offerts par la motion capture, on obtient un résultat très réaliste qui vieillit très bien, même 18 ans après. La saga n'a jamais été connue pour la finesse d'écriture de ses scénarios et RE4 embrasse totalement son côté film d'action, renforcé par une réalisation qui donne vraiment l'impression d'être un film, notamment grâce aux cinématiques. Les répliques sont cheesy mais cultes, délivrées par des doubleurs excellents. Where's everyone going? Bingo? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. A little rough, don't you think? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. You stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. No thanks, bro. Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. Et avec ça, le jeu se dote de personnages charismatiques, en particulier Léon. Il suffit de demander à un fan de la licence son personnage préféré, et 9 fois sur 10, il répondra Léon. Parce que... bah Léon quoi. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Louis, premier personnage amical qui rencontre Léon et son accent magnifique. Ada, toujours superbement habillée pour partir en mission. Leon. Long time no see. Krauser et son charisme colossal. Sadler qui pourrait être joué par Ian McDiarmid tellement il ressemble à Palpatine. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? No. I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. Le Big Cheese. The Big Cheese. What? Chef du village et cousin de Mr. X. Et même ce petit comte Salazar qui a l'un des meilleurs doublages du jeu. You can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Mais surtout, l'inoubliable, l'inimitable, le marchand. Got something that might interest you. Devenu un symbole du jeu, même des gens n'ayant jamais touché à RE4 le connaissent tellement ses dialogues cultes l'ont rendu célèbre. Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. Le changement drastique de gameplay a aussi changé l'aspect horreur qui n'est plus caché dans un angle mais est à présent directement devant la caméra. Le joueur ne contrôle plus le personnage mais il l'incarne et fait lui-même face à cette horreur grâce à la caméra épaule. Mais le joueur peut aussi s'aider du sound design. Les bruits que font les ennemis permettent de les localiser lorsqu'ils ne sont pas en face de la caméra. Ça peut par exemple permettre d'entendre un ennemi derrière qu'on n'aurait pas vu. Le son permet aussi d'identifier le type d'attaque d'un ennemi. Si le joueur entend ce bruit, c'est qu'un ennemi jette son arme. Ce son indique que des ennemis vont tirer à l'arbalète. Celui-là indique que le Gigi va tirer avec la Gatling. Le son a une importance majeure et aide grandement le joueur s'il y fait attention. Les réactions des personnages donnent des indications aussi. Lorsque le joueur, ou Ashley, court proche d'un ennemi, il bouge la tête dans sa direction, informant le joueur qu'un ennemi est proche. Et oui, j'ai bien dit Ashley, car, pour ceux qui l'ignorent, RE4 est une grosse quête d'escorte.
Une fois que le joueur trouve Ashley, la fille du président, un nouveau système fait son entrée. Le joueur va devoir à la fois gérer Léon, mais aussi Ashley, qui peut par moment rendre la tâche difficile. D'autant que le joueur peut, par erreur, Ouais, une erreur. tirer sur elle, ce qui provoque un game over instantané. Elle dispose de sa propre barre de vie et doit être protégée car les ennemis veulent la récupérer, voire la tuer, faisant donc office de deuxième hitbox pour le joueur. Ashley est connue pour son hurlement, qui donne rapidement des envies de meurtre à ceux qui ont fait le jeu. Elle est souvent considérée comme une plaie pour le joueur, et en effet, il arrive qu'elle fasse des trucs stupides au mauvais moment. Néanmoins, la haine qu'elle reçoit est assez injuste, parce que même si, en effet, elle peut être pénible, on la garde avec nous qu'un gros tiers du jeu, vu qu'elle se fait capturer plusieurs fois. En plus de ça, Léon peut lui donner des ordres en lui disant d'attendre, de le suivre ou de se cacher dans une benne à ordures. Know your fucking place, trash! Son IA est aussi plutôt intelligente parce qu'elle se baisse quand Léon vise vers elle et se met derrière lui quand il vise ailleurs pour ne pas gêner la vision du joueur. On l'incarne même pendant un court, peut-être même trop court chapitre, assez inattendu mais sympathique, qui change le gameplay du joueur puisque Ashley n'ayant pas d'armes, elle doit se défendre comme elle peut. D'ailleurs je me suis toujours demandé d'où elle sort sa torche. Puis bon, Léon le dit lui-même. Don't worry, she's cool. Là où les précédents opus ne permettaient que 3 angles de tir, donc en haut, en bas ou en face, la caméra épaule permet aussi le tir de précision, ce qui permet à son tour la localisation des dégâts. Selon l'endroit où le joueur tire, les ennemis réagiront différemment, permettant au joueur d'étourdir une cible pour fuir ou attaquer au corps à corps. Il peut aussi désarmer un ennemi en visant la main. L'impossibilité de marcher en tirant rend le jeu plus stressant. Le joueur est obligé de s'immobiliser pour tirer pendant que les nombreux ennemis accourent vers lui. S'y ajoute à ça un léger tremblement qui peut, par moment, impacter la précision du joueur et rajouter la pression d'avoir raté son tir. La présence d'un grand panel d'armes offre une rejouabilité élevée en permettant différentes approches. Chaque arme peut être améliorée et une fois au maximum, une amélioration exclusive unique par arme peut être débloquée. Pour l'exemple, le pistolet de base aura un fort taux de headshot, le Punisher peut traverser 5 ennemis en une balle, le Striker augmente le nombre de cartouches jusqu'à 100, etc. L'ajout d'action via les QTE rend les combats dynamiques et plus tactiques. Viser la tête d'un ennemi permet de l'étourdir pour lui mettre un coup de pied, ce qui permet de repousser les autres ennemis proches, en plus de la cible, et permet aussi d'économiser des munitions. Le jeu utilise aussi les QTE pour des actions scriptées comme les séquences Indiana Jones, ou pour éviter des pièges. Voire même pour un duel au couteau. What do you want? Le système de points de vie a aussi été modifié. On retrouve les états OK, attention et danger, mais sous la forme d'une barre de vie. Les herbes vertes et rouges font leur retour en gardant les mêmes effets. L'herbe bleue néanmoins laisse sa place à l'herbe jaune qui permet d'augmenter légèrement la barre à chaque dose. Passons à l'inventaire. Comme beaucoup de choses, il a été entièrement remanié et est devenu une sorte de Tetris, laissant le joueur organiser lui-même sa mallette qu'il pourra agrandir au fil du jeu pour pouvoir porter davantage d'items. Il dispose aussi d'un onglet trésor dans lequel iront les objets précieux obtenus. Ces trésors, dont certains sont en plusieurs pièces pouvant être combinés pour augmenter leur valeur, peuvent être vendus pour gagner des pesetas, la monnaie du jeu, qu'on trouve aussi dans des caisses ou en tuant des ennemis. Cette monnaie sert à acheter de l'équipement auprès du marchand qui nous vend armes, mallettes, cartes et améliorations. On le rencontre à de très nombreuses reprises au cours de l'aventure, sans trop savoir comment, il aura toujours un coup d'avance sur Léon, tout en étant invisible pour les ennemis, comme s'il était uniquement dans son esprit. Le jeu se dote d'une difficulté dynamique. Plus le joueur galère, plus le jeu l'aide en lui offrant des soins, en réduisant les dégâts des ennemis et en les rendant moins agressifs. Il peut aussi enlever des ennemis comme par exemple les tireurs à l'arbalète dans la Water Room. A l'inverse, si le joueur roule trop sur le jeu, les ennemis passent en Super Saiyan, ils frappent plus fort et deviennent plus agressifs. Parlons du bestiaire maintenant. On a abordé précédemment les 3 types d'ennemis de base selon les zones. Il y a donc les Ganados pour le village qui attaquent avec ce qu'ils ont sous la main, donc fourche, torche, hache... Couteau de cuisine, couteau de salle à manger! Une fois arrivé au château, on fait connaissance avec les cultistes, usant de boucliers, fléaux, faux et arbalètes pour tuer Léon, des armes médiévales. Et pour finir, on affronte des militaires ayant un armement similaire aux cultistes avec en plus une matraque électrique sur l'île. En plus de ça, chaque zone dispose de son type de mini-boss. On a le Dr Salvador Chainsaw Man pour le village,
les Garador, des sortes de Wolverine aveugles dans le château, et les Gigi, des gros militaires avec une minigun sur l'île que j'ai évoqué précédemment. Et en bonus, après le Del Lago, tous les ennemis de base, donc Ganados, cultistes ou militaires, auront une chance de libérer le Plagas en eux au lieu de mourir, les rendant extrêmement dangereux et relativement résistants, mais néanmoins très longs. Une petite touche d'aléatoire histoire de pimenter le jeu. Ces ennemis sont ceux que le joueur affrontera en grande majorité tout au long du jeu, et vient après des ennemis plus spécifiques à certaines zones réduites. Les loups à tentacules présents à certains endroits précis dans le village et le château, notamment le jardin, qui attaquent en meute. Les Novistadors, sortes d'insectes humanoïdes dont on croise deux versions au cours du jeu, une invisible et l'autre avec des ailes. Les Armaduras, des armures décoratives contrôlées par des Plagas que l'on croise uniquement dans le château. Et surtout, la pire créature tout jeu et film confondu, les Régénéradors. Pour ceux qui connaissent, vous voyez ce que je veux dire. Pour les autres, petite description. Comme leur nom l'indique, ces abominations peuvent se régénérer. J'ai fait espagnol LV2. Si vous leur éclatez un bras, ils vont faire comme Piccolo. Pour les buter, soit vous bourrez comme un porc, mais ça va vous vider vos balles. Soit vous utilisez la lunette thermique du sniper pour viser les points faibles, soit vous maîtrisez la technique des pros. Viennent ensuite les boss. On en rencontre 2 mineurs et 1 majeur par zone. À commencer par le Del Lago pour le village dont j'ai déjà parlé, dont le combat se déroule entièrement sur une barque avec des harpons comme seule arme. Plus tard, on découvre le premier El Gigante, donc un géant. On en combat 3 fois dans le jeu, mais chaque rencontre est différente. Le premier se fait seul avec l'arrivée d'un chien du tout début qu'on peut choisir de libérer d'un piège. Le deuxième est optionnel et plus compliqué car la zone n'est pas une arène et on est accompagné d'Ashley à ce moment. La troisième rencontre nous fait combattre 2 gigantés en même temps. Puis le chef du village, Mendez, pour terminer la zone et atteindre le château. Alors si vous avez bien suivi, il y a effectivement 3 boss mineurs dans le village, mais l'un d'eux étant optionnel, je le compte pas dedans. Le château nous offre le combat contre les 2 gigantés en premier boss, suivi du Verdugo, le bras droit de Salazar. Combat très difficile et pouvant être évité puisqu'il suffit de rester en vie le temps qu'un ascenseur s'active pour s'enfuir. Et pour conclure le château, évidemment, on affronte Salazar. Pour finir, l'île nous réserve ça, pas le clown. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Tu es très moche. Aussi appelé U3, dont le combat se fait en 2 parties. La première se fait dans des grandes cages où l'on doit activer des interrupteurs pour les faire chuter, tout en sortant avant la fin d'un timer. La deuxième se situe dans une arène, un combat classique. Peu après, on affronte Krauser, et pas en QTE cette fois. Probablement le combat le plus dur du jeu, mais qui s'avère très simple si on connaît la faiblesse du boss qui est le couteau. Et pour conclure le jeu, le combat ultime contre Sadler en personne qui, à l'image de Salazar, poursuit l'héritage des boss qui se transforment en grosses bestioles. Le joueur doit infliger suffisamment de dégâts au boss pour que Ada lui jette un lance-roquette spécial dont la roquette achève Sadler. Et ça va péter! Péter! Comme dans RE2. Resident Evil 4 a sauvé la licence en la modernisant. Malheureusement, depuis sa sortie, Capcom n'a jamais réussi à reproduire un Resident Evil de cette qualité. On pourrait facilement attribuer ça au départ de Mikami, qui s'en est allé faire The Evil Within, jeu ressemblant fortement à RE4 d'ailleurs. Son impact sur le jeu vidéo est très notable. Il a révolutionné le survival horror ainsi que le third-person shooter. Nombre de jeux s'en sont inspirés, on a cité Dead Space précédemment, mais on pourrait aussi parler de Gears of War, Silent Hill ou même Alone in the Dark. Niveau contenu, c'est très solide. Il faut compter entre 8 à 10 heures voire plus pour une première partie, mais le jeu ayant une très bonne rejouabilité, on est vite tenté de refaire une partie avec d'autres armes, encore et encore. En plus du jeu de base, il y a aussi plusieurs modes qui apportent davantage de contenu, comme le fameux Mercenaries dont je ne suis pas très fan mais je sais que beaucoup adorent. RE4 a été classé 2e meilleur jeu de tous les temps en 2007 derrière Zelda Ocarina of Time. Classé 2e sur GameCube et 3e sur PS2 par Game Rankings, et fait partie des 30 jeux les mieux notés de tous les temps en 2019 sur Metacritic. J'encourage fortement tous ceux qui n'ont jamais joué à le faire. En plus de ça, il a très bien vieilli, même s'il faut reconnaître que les remasters HD aident à compenser son âge. Le jeu est remis en lumière dernièrement grâce à l'arrivée prochaine du remake, qui, aussi bien pour Capcom que pour les fans, a intérêt à être à la hauteur. RE4 est l'opus ayant eu le plus gros succès de la licence, Capcom n'a pas le droit à l'erreur sur celui-ci.
Le remake du 2 était bon, mais souffrait du contenu qui avait été cut pendant la prod. Coucou. Le contenu de RE3 Remake a été lui cut à la tronçonneuse, ce qui a donné un résultat plus que décevant. Il faut donc espérer que Capcom ait retenu la leçon et nous sorte un remake aussi bon que celui du premier qui, pour moi, est l'exemple même du remake parfait. Mais restons positifs. Apparemment, le projet a une équipe plus grande et un calendrier de développement plus long que pour les deux précédents remakes. Les premières images sont plutôt rassurantes, alors on peut garder espoir de voir arriver un remake mieux que l'original, et dans le pire des cas, RE4 sera toujours là. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce jeu qui m'est cher. L'arrivée prochaine du remake m'a donné envie de partager mon amour pour RE4 et par la même occasion attirer de nouveaux joueurs sur ce jeu légendaire. C'est la première fois que je réalise une vidéo de ce format, elle risque d'être bourrée de défauts donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ils m'aideront pour une prochaine vidéo. Sur ce, des bisous et à la prochaine.